Je préférerais l'avoir, et il parle de l'uranium enrichi, je me sentirais mieux si je l'avais. Et il poursuit sur le même ton, on peut évidemment bombarder de nouveau. Gallagher-Fenwick, vous venez avec moi si vous le voulez bien. Trump dit qu'il voudrait récupérer l'uranium enrichi iranien. Que sait-on d'ailleurs de ce qui reste d'uranium enrichi en Iran? De manière définitive, quasiment rien. C'est la question à 1000 euros. Combien de kilos et dans quel état? Alors je pense que toutes celles et ceux qui nous regardent régulièrement connaissent désormais ce chiffre, 440 kilos d'uranium enrichi à 60%. Où ça? C'est l'une des grandes questions. Vous le voyez, ce chiffre qui s'affiche. Eh bien, il y a un vrai mystère sur la manière dont ces 440 kilos d'uranium sont entretenus. Ne pas oublier d'ailleurs au passage que les rapports publiés par l'AIEA l'année dernière en 2025 rappellent qu'il y a également de l'uranium enrichi au-delà de 20%, des centaines de kilos, entre 700 et 1000 kilos. Maintenant, où ça? Mystère, 3 sites qui reviennent beaucoup. Natanz, site d'enrichissement, Ispahan, celui du stockage, et Fordo. Fordo avec une image, rappelez-vous-en, qui nous avait beaucoup interpellé, qui datait de juste avant la campagne des 12 jours, celle de juin 2025, avec cette file de camions qu'on voit ici à l'image, ce qui laisse supposer, ça n'est pas vérifiable en tous les cas par nos soins à ce stade, que cette matière fissile est, j'emploie le conditionnel, pu être dispersée. J'emploie le mot dispersée parce que Donald Trump, il aime beaucoup utiliser une expression, celle de la poussière nucléaire. C'est une manière pour lui de rappeler qu'il avait dit à l'époque que tout cela avait été oblitéré. Ouais, et les récupérer cet uranium, c'est possible? 2 options. La première, elle est diplomatique, avec un précédent qu'on peut avoir à l'esprit, dont on ne parle pas si souvent, celui du Kazakhstan en 1994. Un accord avait été trouvé avec le gouvernement d'Almaty. Il avait à l'époque fallu des semaines, voire des mois, pour exfiltrer quelques 600 kilos d'uranium enrichi que contenait ce pays à l'époque. Une partie de cet uranium en direction de la Russie et l'autre vers les États-Unis. Un deuxième exemple que je vous donne et qui peut peut-être nous éclairer par rapport à l'Iran, qui est très récent, dont on n'a pas parlé. 13,5 kilos d'uranium enrichi, sorti d'où? Du Venezuela. C'est une combinaison entre l'emploi de la force, Maduro kidnappé par les Américains, et de la diplomatie, ce qui a permis effectivement aux Américains de récupérer la totalité de l'uranium enrichi que détenait le régime maduriste. 13,5 kilos d'uranium enrichi à hauteur de 20%. Dernière option, l'utilisation de forces spéciales. Franchement, ça n'est pas du tout réaliste. Il faudrait, je viens de le dire, probablement des semaines, des mois, imaginer faire intervenir des forces spéciales en terrain hostile avec des besoins d'excavation et aussi avec la certitude de pouvoir géolocaliser d'abord toute cette matière et ensuite de la transporter. Ça n'est pas, même quand c'est dans des bonbonnes et on ne sait pas comment c'est contenu, quelque chose qu'on peut simplement mettre dans un sac à dos pour repartir. Oui, c'est pas des kilos de patates. Il faut mettre ça dans des containers. C'est très attention. Merci beaucoup, Gallagher. Général, opération au sol par des commandos spéciaux ou autres, possible ou c'est de la folie? Alors, je ne sais pas si c'est de la folie, mais c'est impossible à ce stade. Pourquoi? Le premier point, ça a été précisé, cet uranium enrichi, il a dû être dispersé, bien évidemment, parce qu'on se fait frapper une fois, on tire des enseignements pour, non pas tous les rassembler à un endroit où ils sont fragiles, mais les disperser. Moi, je voudrais rappeler quand même un certain nombre de points. D'abord, l'Iran, la géographie est têtue. C'est 3 fois la France. Donc, lorsque on veut agir contre Ispahan, contre Natanz, c'est une opération dans toute une profondeur logistique qui s'impose. Alors, quand on regarde d'abord ce qui s'est passé en avril avec la récupération des 2 pilotes américains, qui a été une opération dans l'opération. Ça a été énorme. Ça a été énorme. Les Américains ont perdu un avion A-10, des hélicoptères, 2 avions de transport. Ça a été monstrueux. Et pour récupérer 2 pilotes qui étaient quand même assez proches de la frontière irakienne. Et puis, revenons encore un petit peu plus loin dans l'histoire, 1980, l'opération Eagle Claw, 24 et 25 avril. Avant d'aller jusqu'à Téhéran, il fallait mettre en place des bases intermédiaires. Donc on rappelle, ce sont des otages américains que Ronald Reagan voulait récupérer à tout prix. Que l'ambassade américaine à Téhéran. Absolument, que les forces spéciales devaient récupérer, sauf qu'il fallait faire un certain nombre de bases intermédiaires, et sur l'une des bases, il y a eu une catastrophe. Donc imaginez dupliquer cette opération Eagle Claw contre 3, 4, 5, 10 sites avec bien évidemment la situation telle qu'elle est aujourd'hui, avec certes des moyens antiaériens iraniens
qui ont été durement frappés et qui sont peut-être pas tout à fait absents, c'est hors de portée. Et à la fin, je terminerai là-dessus, quand bien même on récupérait, comme c'était dit, c'est pas un sac de pommes de terre qu'on transporte, mais quand bien même on en récupérait 80-90%, le problème n'est pas totalement réglé. Ouais. Raphaël Jérusalemi, vous êtes toujours avec nous. Quand vous entendez ça, un général français qui vous dit mais c'est de la folie d'y aller, quelle est l'option israélienne là-dessus? Alors, comme je l'ai dit, la vraie solution et l'unique solution chez la chute du régime, mais ça, c'est beaucoup de boulot. Tous les chefs du Mossad ont toujours été unanimes sur le fait que tenter de renverser le régime était plus réaliste qu'une opération militaire seule destinée à affaiblir ou anéantir la puissance militaire iranienne. Donc, cette action géopolitique avec un soulèvement populaire à l'interne, une aide de forces terrestres en Iran, ça c'est la solution pour se prémunir de cette histoire du nucléaire. Ceci étant dit... Attendez, parce qu'on a l'impression que ça n'intéresse pas Donald Trump, le soulèvement populaire, que sa doctrine, lui, c'est de trouver un accord. Encore une fois, solution à la vénézuélienne. S'il change d'avis, on peut garder le régime en place. Oui, et donc il n'a rien compris au régime et au Proche-Orient. C'est ça le problème de Donald Trump. Nous sommes absolument contre cette attitude. Il ne comprend pas à qui il a affaire. Il est en train de se laisser mener en barque depuis déjà des semaines. Les Iraniens sont les rois de la négociation et ils vont le mener en barque aussi longtemps qu'ils le veulent. Il comprend rien du tout. S'il n'a pas fait de son objectif la chute de ce régime, pourquoi a-t-il commencé cette offensive? À quoi sert cette attaque? Quel est l'objectif américain d'une offensive contre l'Iran? Je vous le demande. En ce qui concerne l'uranium, alors deux points. Le premier, la dispersion, le fait qu'il y ait une dispersion, c'est pas toujours un problème. Si on est capable de le faire à un endroit, on peut le faire à 5 endroits à la fois. Le tout est de savoir si c'est faisable. Un endroit ou 5 endroits, c'est pas vraiment important. La seconde chose, c'est qu'il y a d'autres manières de retarder. Les Israéliens le font depuis des années et ils continueront à le faire, même si les Iraniens gardent leur uranium enrichi. C'est retarder, saboter, tant qu'on le peut, ce programme par différentes façons, élimination. On se souvient des centrifugeuses qui étaient devenues folles, par exemple. Le Stuxnet, c'était un virus israélo-américain. Ça, c'était le cyber. Vous avez l'élimination ciblée de gens qui occupent les postes clés de ce programme nucléaire. Vous avez toutes sortes de façons de saboter. On a attaqué tout ce qui était la recherche et le développement à Ispahan, l'eau lourde, le yellow cake, les gâteaux jaunes. Il y a beaucoup d'autres moyens de retarder et saboter ce programme, tant qu'on n'a pas réussi effectivement à le bloquer pour de bon. Restez avec nous. Sonia Dridi, on vous retrouve depuis Washington. Donald Trump, dans l'avion du retour vers la capitale fédérale, a dit aussi, harcelé, j'allais dire, par les journalistes, je me contenterai quand même d'un accord de 20 ans avec les Iraniens s'ils s'engagent à ne pas enrichir leur uranium. Ça peut être une porte de sortie, c'est crédible ? Oui, parce que Donald Trump a très envie de trouver une porte de sortie. Et donc, en effet, lorsqu'un journaliste lui a lancé dans l'avion si 20 ans ce n'était pas assez, il a dit si, c'est assez si on arrive à trouver un accord sur un moratoire concernant l'enrichissement d'uranium iranien de 20 ans. Donc, on a un Donald Trump qui a mis devant son opinion publique américaine, qui a affiché cet objectif de faire en sorte que l'Iran ne puisse pas se doter de l'arme nucléaire et de pouvoir récupérer l'uranium enrichi. Et pour lui, maintenant, on sent que le président américain a vraiment envie d'obtenir cette victoire sur le nucléaire iranien pour pouvoir l'afficher devant son opinion publique et sortir de cette guerre. D'ailleurs, il a un petit peu laissé entendre tout cela dans une interview avec Fox News, lors de laquelle il a dit finalement, on n'a pas tellement besoin de récupérer cet uranium enrichi. On a une surveillance 24 heures sur 24 avec des caméras. Mais si je l'obtiens, je me sentirai mieux. Et tout ça, c'est plus une question d'opinion, de public relation, donc de relations publiques. Excusez-moi. Oui, évidemment. Merci beaucoup, Sonia. D'un mot, vous y croyez à un accord avec l'Iran sur 20 ans mais pas une seconde. Ouais. Il y a eu un accord en 2015, finalement,
pas très différent de cette affaire de moratoire que Donald Trump présente, disons, à Sous très Barack grand Obama, trait, sous Barack Obama. Et évidemment, il y avait la partie visible, avec les inspections visibles, et puis il y avait toute une partie cachée d'enrichissement que les inspecteurs de l'AIEA n'ont jamais vu. Donc les Iraniens joueraient pas le jeu. Mais la réalité, c'est que le régime actuel ne renoncera jamais au nucléaire, jamais. C'est leur assurance vie. Ils garderont leurs 440 kilos, ils continueront à enrichir, ils continueront à faire tourner des centrifugeuses. Donc c'est vrai qu'il n'y aura pas d'accord fiable sans chute du régime. Maintenant, si Donald Trump dit « j'ai obtenu un moratoire de 20 ans », il faudrait un petit peu de précision, moratoire sur quoi, ils font quoi, et qui vérifie, mais il aura quand même beaucoup de mal à vendre ça, son opinion, comme une victoire. Oui, alors, chute du régime, justement, c'est intéressant. Eh oui. Ce soir, Margot Haddad va diffuser une interview de Léon Panetta, c'est l'ancien directeur de la CIA sous Barack Obama, justement. Et écoutez ce qu'il dit, cet extrait où il dit, de toute façon, on ne peut pas faire chuter un régime uniquement avec des bombardements. Le président Trump estime que l'action militaire est le moyen d'y parvenir. Mais le problème, c'est que l'histoire nous a toujours enseigné qu'on ne peut pas bombarder pour obtenir un changement de régime. On a essayé ça au Vietnam, ça n'a pas fonctionné. On a essayé ça en Irak, ça n'a pas fonctionné. Un changement de régime ne peut se produire que si vous attaquez la base, grâce au peuple qui se soulève et qui rend ça possible. Le changement de régime n'était donc pas ce que j'appellerais un objectif réaliste par rapport à cette initiative. Intéressant ce que dit ce chef, ancien chef de la CIA. Il faut d'abord faire tomber le régime. Non, en fait, il est en train de citer, mais sans le nommer, un pape, d'ailleurs c'est son nom de famille, Robert Pape, qui est un grand spécialiste des campagnes aériennes, notamment celles menées par les États-Unis, et qui démontre à travers l'histoire, par le biais de certains exemples récents, ceux qu'il a nommés, notamment que ce soit le Vietnam ou l'Irak, qu'une campagne purement aérienne ne mène jamais à une chute de régime. C'est pas en début d'émission, je disais ce qu'avait dit Emmanuel Macron il n'y a pas si longtemps aussi. Oui, en le citant également, je veux dire, c'est presque un mantra. Et c'est pour ça que je disais, quand on fait la comparaison, et je ne dis pas que l'Iran c'est l'Irak, mais le territoire irakien, il est 4 fois inférieur à celui de l'Iran. L'Iran c'est 92 millions d'habitants, 1 700 000 km². Donc je vous laisse faire le calcul en termes de centaines de milliers d'hommes qu'il faudrait déployer. En Irak, il y a eu 330 000 soldats américains et britanniques et quelques autres nationalités qui ont été déployés. Il a fallu, au moment du surge, donc entre 2003 et 2007, tout ce temps-là et tout ce monde-là et toute cette préparation, rappelez-vous de la préparation en amont de l'opération Iraqi Freedom, donc de l'opération américaine. Donc si vous voulez, l'autre chose très intéressante que dit Léon Panetta, il l'a dit lors d'une conférence récente, c'est que les Américains quelque part sont peut-être condamnés à devoir revenir militairement par les airs au-dessus du territoire iranien régulièrement. C'est ça que veut dire Donald Trump quand il dit, vous savez quoi ? Aller le chercher, ça me plairait, un peu comme une manœuvre cosmétique, mais on n'est pas obligé. En revanche, on surveille, s'il y a le moindre geste ou la moindre suspicion, qu'est-ce qu'il ne dit pas, mais qui est très fortement sous-entendu, on bombardera. Et on tuera, parce qu'on a les moyens satellitaires de savoir qui y est et qui fait quoi. Alors vous le croyez pas, mais c'est ce qu'en gros il est en train d'annoncer, c'est que il est sorti d'un accord, et là, contrairement à ce qui est dit, l'objectif, c'est pas de retrouver cet accord, à savoir le JCPOA, parce qu'il n'y arrivera pas. L'accord auquel il parviendra éventuellement sera pire que le JCPOA, qui était un bon accord, qui avait permis de faire sortir 97% de l'uranium enrichi, qui avait permis de diminuer le nombre de centrifugeuses de 20 000 à 5 000, avec des centrifugeuses uniquement de première génération. Il y avait des choses mesurables, quantifiables. Une fois qu'on est sorti, le nombre de centrifugeuses en cascade a explosé, et je l'ai dit tout à l'heure au tableau, l'Iran aujourd'hui a plus de 1000 kilos d'uranium enrichi, au-delà de 20%. C'est bien pire qu'avant. Bon, oui, c'est bien pire qu'avant. On en est là.